Pétrole, gaz, électricité, hydrogène, biomasse, solaire, éolien, si c'est de l'énergie, c'est Total Energy. 15,8 milliards d'euros de profit, plus de 100 000 employés dans 120 pays. L'une des 5 supermajors du pétrole qui dominent la planète. Il est difficile de croire que cette machine à cash, elle est française. Qu'à l'origine de son hégémonie, il n'y avait qu'un homme qui a refusé tout salaire par pur patriotisme. Que les crises pétrolières qui ont déstabilisé l'économie française ont fait d'elle le géant qu'on connaît aujourd'hui. Que le mystérieux crash de son PDG en Russie n'a toujours pas été élucidé. Ou qu'aujourd'hui, elle menace tout simplement de fuir la France pour les États-Unis. Laissez-moi vous conter l'histoire de domination de Total Energy. Cette histoire commence en décembre 1917, quand la France manque de perdre la Première Guerre mondiale à cause d'une panne d'essence. Dans un télégramme désespéré envoyé au président Wilson le 15 décembre 1917, Georges Clemenceau supplie l'Amérique. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France, combattante à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence aussi précieuse que le sang dans les batailles de demain. Ces mots résonnent comme un électrochoc dans les couloirs du pouvoir. Les Américains sauvent la France avec 100 000 tonnes de carburant d'urgence, mais le mal est fait. La révélation est terrifiante. La France, grande puissance mondiale, n'a pas de souveraineté énergétique. Les Britanniques ont la Shell et l'Anglo-Persian Oil Company qui deviendra plus tard BP. Les Américains ont Exxon, Chevron Mobil et des dizaines d'autres sociétés pétrolières. Ces sociétés sont issues du démantèlement de la légendaire Standard Oil de Rockefeller. La France, quant à elle, dépend entièrement de ses alliés pour son pétrole. Une dépendance qui a failli lui coûter la guerre. En 1923, les Britanniques de Royal Dutch Shell proposent pourtant un partenariat à Raymond Poincaré. Mais ce dernier refuse catégoriquement. La France doit avoir sa propre compagnie pétrolière, déclarera-t-il après. Mais comment créer une compagnie pétrolière capable de rivaliser avec les géants anglo-saxons? C'est autant dire mission impossible. Sauf pour un homme exceptionnel. Heureusement, Poincaré sait exactement à qui confier cette mission. Le 20 septembre 1923, une lettre scellée arrive sur le bureau d'Ernest Mercier, un industriel français hautement respecté. À l'intérieur, une mission qui va changer le destin énergétique de la France. Créer de toutes pièces une compagnie pétrolière nationale. Ernest Mercier lit la lettre une fois, 2 fois, il comprend l'enjeu colossal. Accepter, c'est se lancer dans une bataille titanesque contre les géants qui mènent le monde. Refuser, c'est condamner la France à une dépendance énergétique éternelle. Mercier repose la lettre. Ernest Mercier n'est pas un homme ordinaire. Polytechnicien sorti 13e de sa promotion, il a déjà joué un rôle déterminant dans la construction d'infrastructures de production et de distribution dans l'électricité. Mais ce qui va faire de lui une légende, ce n'est pas son génie scientifique, c'est son intégrité. Quand Poincaré lui confie la mission de créer la future compagnie pétrolière française, Mercier pose ses conditions. Appréciant les difficultés d'une tâche qui allait se heurter à des résistances extraordinairement puissantes, et pour sauvegarder un suffisant ascendant moral, j'ai accepté en ne stipulant qu'une condition, celle de ne recevoir aucune rétribution de mes fonctions. Dans un monde où les manias du pétrole accumulent des fortunes colossales, un homme refuse tout salaire pour servir son pays. Le 28 mars 1924, l'histoire s'écrit. La Compagnie française de pétrole, la CFP, voit officiellement le jour avec Ernest Mercier à sa tête. Ses actionnaires, les principales banques françaises et les grandes sociétés pétrolières britanniques et américaines. Capital entièrement privé, mais mission nationale. Mais voilà le problème. Mercier vient de créer une compagnie pétrolière sans une seule goutte de pétrole. L'actif principal de la CFP, 23,75% dans la Turkish Petroleum Company, l'héritage des réparations de guerre allemande. Concrètement, cela offre à la CFP des concessions en Irak, mais pas de gisement actif ni de réserve prouvée, simplement un espoir. Que quelque part dans les sables du désert mésopotamien se cache l'or noir qui rendra la France indépendante en énergie. Ernest Mercier regarde pensif par la fenêtre de son bureau parisien. Pendant ce temps, à 4000 km de là, dans les plaines arides de l'Irak, des équipes d'exploration forent. Jour après jour, semaine après semaine, ils ne trouvent que du sable et de la roche. Le temps, c'est de l'argent. Et pour la CFP, le temps presse. Si les gisements irakiens restent introuvables, l'aventure pétrolière française s'arrêtera avant même d'avoir commencé. 1924, 1925, 1926, 3 longues années d'angoisse pour Ernest Mercier. Pas un baril, pas un centime de revenus. Juste des frais
qui s'accumulent et des actionnaires qui s'impatientent. Pendant ce temps, Shell et BP engrangent des profits colossaux, renforçant leur domination mondiale. 15 octobre 1927, 4h30 du matin. Près du village de Baba Gourgour, le derrick grince sous le soleil naissant. Les ouvriers sont épuisés. Soudain, un grondement sourd. Le sol commence à trembler. Les hommes se regardent, inquiets. Puis, c'est l'explosion. Un jet de pétrole noir jaillit du puits avec une violence inouïe, s'élevant à plus de 30 mètres de hauteur. En quelques secondes, des tonnes d'or noir se déversent sur le désert irakien. Les ouvriers crient, courent, tentent de maîtriser l'éruption. Kirkouk, l'un des plus gros gisements pétroliers du Moyen-Orient, vient de révéler ses secrets. À Paris, lorsque la nouvelle arrive par télégramme, Ernest Mercier n'en croit pas ses yeux. 3 ans d'attente, 3 ans d'incertitude et enfin la récompense. La France tient son pétrole. Près d'un quart de cette production colossale lui revient de droit. L'impact est immédiat et spectaculaire. La CFP n'est plus une coquille vide. C'est maintenant une compagnie pétrolière avec des vraies réserves et une vraie production. Les investisseurs qui doutaient se pressent maintenant aux portes de Mercier. Afin d'accélérer son développement, la société décide d'entrer en bourse. Elle signe également une convention avec l'État français pour obtenir des financements en échange de 25% du capital de la CFP. Mais Ernest Mercier ne veut pas seulement du pétrole brut. Il veut construire une compagnie intégrée capable de contrôler toute la chaîne de production, de l'extraction à la distribution. En 1929 et en 1931, 2 filiales voient le jour. La Compagnie française de raffinage et la Compagnie navale des pétroles. La première construit 2 raffineries géantes, une près du Havre, à Gonfreville, l'autre sur l'étang de Berre, près de Martigues. La seconde crée une flotte de pétroliers pour transporter l'or noir d'Irak vers la France. De la terre irakienne aux pompes à essence françaises, tout doit passer par la CFP. Mercier ne s'arrête pas là. Il lance l'exploration en Colombie et au Venezuela. La leçon de 1917 est bien retenue. Ne jamais dépendre d'une seule source. Moins de 10 ans après la création de la CFP, Mercier a réussi l'impossible. Il a transformé la France, nation sans pétrole, en puissance pétrolière. Mais l'histoire cruelle va rattraper le visionnaire patriote de la manière la plus inattendue. Veuf, Mercier, l'industriel de 49 ans, pensait se consacrer entièrement à la CFP. Mais en 1927, l'amour frappe à nouveau. Cette année-là, il épouse Marguerite Dreyfus. Et oui, c'est bien le nom Dreyfus auquel vous pensez. Marguerite est la nièce du capitaine Alfred Dreyfus de la célèbre affaire Dreyfus qui aura divisé la France. Ce mariage d'amour va devenir 13 ans plus tard une condamnation à mort. Juin 1940. Le maréchal Pétain installe le régime de Vichy. Très vite, les lois antisémites pleuvent. Ernest Mercier, par son mariage avec Marguerite, devient une cible. Décembre 1940. Ernest Mercier reçoit l'ordre de démissionner de tous ses postes de la CFP. L'ironie est cruelle. L'homme qui a créé l'indépendance énergétique française, le patriote qui a refusé tout salaire pour servir son pays, est maintenant un ennemi de la France. Le coup de grâce vient de là où il ne l'attendait pas. Raphaël Alibert et Yves Boutillier, 2 collaborateurs de Mercier, deviennent respectivement ministres de la Justice et des Finances sous Pétain. Vengeance personnelle ou application zélée des lois raciales, Alibert et Boutillier s'acharnent sur leur ancien patron. Boutillier fait voter une loi limitant le nombre de postes d'administrateurs qu'une personne peut occuper. Officiellement, c'est pour lutter contre les cumuls. Officieusement, c'est pour achever Mercier. Mais le pire reste à venir. La Gestapo dresse la liste des personnalités juives ou apparentées qu'il faut arrêter. Le nom de Mercier y figure en bonne place. L'ordre tombe en 1943. Les voitures noires de la Gestapo encerclent le domicile de Mercier à Neuilly-sur-Seine. Ils enfoncent la porte et ne trouvent personne. Ernest Mercier n'est pas là. Il est à l'hôpital, victime d'un empoisonnement du sang qui l'a terrassé la veille. Coïncidence miraculeuse, aide providentielle, on ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette hospitalisation d'urgence lui sauve la vie. Pendant que la France collaborationniste traque son créateur pétrolier, Ernest Mercier rejoint discrètement un réseau de résistance. 1945. La France est libérée, mais elle est en ruine. Les raffineries de la CFP ont été bombardées, les installations détruites, les équipes décimées. Ernest Mercier, lui, a survécu. Mais l'homme qui a tout créé reste écarté des affaires après ces 5 années traumatiques. À 67 ans, Ernest est fatigué. Il va falloir reconstruire la CFP sans le père fondateur. Victor de Metz prend les rênes. Polytechnicien lui aussi, il a rejoint la CFP en 1928. Le défi est colossal. Les raffineries de Gonfreville et de Martigues ne sont plus que des amas de ferraille. Les pétroliers reposent au fond de la Méditerranée, coulés par les sous-marins allemands. Tout est à refaire.
Mais De Metz a une vision. Inspiré par les technologies américaines, il veut faire de la CFP d'après-guerre une entreprise plus moderne que jamais. Cracking catalytique, unité de raffinage de pointe. Dès les années 50, les raffineries de la CFP renaissent de leurs cendres, plus performantes qu'avant. Une nouvelle flotte de pétroliers commence à sillonner à nouveau la Méditerranée. La production irakienne repart à plein régime. 14 juillet 1954. Ce jour-là, la CFP fait un choix marketing d'apparence anodin. Elle lance une nouvelle marque de carburant en Afrique et en Europe. Nom choisi, Super Carburant Total. Au début, c'est juste une marque d'essence parmi d'autres. Les automobilistes français font le plein Total sans se poser plus de questions. 11 juillet 1955. Ernest Mercier s'éteint à Paris, exactement un an après la naissance de la marque Total. Il emporte avec lui les secrets d'un entrepreneuriat français authentique, celui d'une époque où servir son pays primait sur les profits. Sous De Metz, la CFP se diversifie agressivement. Découverte majeure dans le Sahara algérien. 2 gisements géants à Hassi Messaoud et Hassi R'Mel. La CFP peut enfin réduire sa dépendance au pétrole irakien. 1962, l'Algérie accède à son indépendance. Logiquement, les gisements sahariens échappent au contrôle français. La CFP apprend qu'il faut diversifier encore plus. Partout où il y a du pétrole, elle plantera désormais son drapeau. Elle se tourne alors vers la mer du Nord, aux côtés de Shell et de BP. Dans ces eaux hostiles, la CFP va découvrir de nouveaux gisements. Ce principe de diversification, il ne vaut pas que pour les grands groupes, mais aussi pour votre patrimoine. Et pour ça, pas besoin d'aller explorer les 7 mers, il vous suffit d'avoir les bons outils. Et c'est pour cette raison que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de centraliser l'ensemble de vos investissements sur une interface et de détecter les points faibles de votre patrimoine. Le scanner de diversification vous alerte sur la concentration géographique et sectorielle de vos investissements. Le scanner de frais, lui, va identifier tous les coûts cachés qui grignotent votre performance. Le scanner d'abonnement va repérer toutes les dépenses inutiles et vous aide à investir plus. Et encore mieux, vous pouvez investir à frais bas, directement depuis Finari, en assurance vie et en crypto. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le lien en description pour démarrer votre essai gratuit. Mais revenons-en à la CFP. Elle est enfin assez diversifiée pour que la France ne soit plus à la merci de l'import. Le rêve d'Ernest Mercier s'accomplit 46 ans après la création de l'entreprise. Mais l'histoire de la CFP est loin d'être terminée. 6 octobre 1973. Une coalition menée par l'Égypte et la Syrie lance une attaque surprise contre Israël. La guerre éclair de 19 jours va changer à jamais l'économie mondiale. Les pays arabes ont une arme secrète. Vous vous en doutez, c'est le pétrole. 16 octobre 1973. Réunion d'urgence au Koweït de l'OPEP. L'OPEP, c'est l'organisation qui réunit les plus grands pays producteurs et exportateurs de pétrole. Les pays arabes, majoritaires au sein de l'OPEP, imposent une décision qui est tout simplement historique. Une baisse de 5% de leur production tous les mois et un embargo total sur les livraisons destinées aux États qui soutiennent Israël. L'objectif est clair, faire pression sur les pays occidentaux afin qu'ils infléchissent leur politique au Proche-Orient. L'onde de choc est immédiate et terrifiante. Octobre 73, le baril coûte 2,30 $. Janvier 1974, 11,60 $. En 3 mois, les cours ont été multipliés par 5. Le monde découvre avec effroi sa dépendance totale à l'or noir du Moyen-Orient. En France, c'est la panique. Les prix à la pompe s'envolent. Le litre d'essence dépasse les 2 francs en 1974 contre seulement 1,10 francs 4 ans plus tôt. Le choc pétrolier représente une ponction d'environ 3% du PIB français. Les 30 glorieuses s'arrêtent brutalement. Le chômage explose et ne redescendra jamais sous les 7%. Le gouvernement prend des mesures d'urgence désespérées. Limitation de la vitesse à 90 km/h sur toutes les routes. Extinction obligatoire des enseignes lumineuses après 22 heures. Changement d'heure pour économiser de l'électricité. Au milieu de ce chaos naît un slogan ironique et amer. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Sauf que ce slogan, il n'est pas tout à fait vrai. La France a du pétrole. Enfin, la CFP en a. Pendant que les Français font la queue aux stations-service, pendant que les entreprises licencient en masse, la CFP, elle, encaisse des profits records. Pourquoi? Parce que la CFP détient 23,75% de l'Irak Petroleum Company. Ainsi, l'entreprise créée pour l'indépendance énergétique française profite directement des crises pétrolières qui déstabilisent l'économie de notre pays. Mais la CFP ne se contente pas d'encaisser. L'entreprise anticipe déjà le prochain choc et diversifie à un niveau encore jamais vu. L'exploration de nouveaux gisements en dehors du Moyen-Orient devient une priorité stratégique absolue. La CFP investit massivement en mer du Nord. Gisements géants d'Ecofisc, de Frigg et d'Alouine. 1979. Nouvelle tragédie, nouveau profit. La révolution iranienne renverse le Shah,
la guerre Iran-Irak éclate. Le prix du pétrole est multiplié par 3, passant de 13 à 40 $ le baril en l'espace de seulement quelques mois. Alors que l'Europe plonge de nouveau dans la récession, la CFP, elle, surfe de nouveau sur la vague. C'est cette crise qui marquera officiellement le début de la transition de la CFP, de champion national à champion mondial. Les chocs pétroliers ont enrichi la CFP, mais ils ont aussi révélé une vérité brutale. Le monde pétrolier se consolidait à vitesse grand V. Pour survivre, il faut grossir et vite. 1985. Première métamorphose, la compagnie française des pétroles devient Total CFP. Le nom de Mercier commence à s'effacer de l'histoire officielle. En 1986, Total CFP devient simplement Total. Fini les références au passé, fini la compagnie française des pétroles. L'entreprise patriotique de Mercier disparaît définitivement derrière ses lettres commerciales. En 1987, c'est le coup de grâce, Total est privatisé. L'État français vend ses dernières parts. Fini le contrôle public, fini la mission de service national. Total devient une entreprise privée comme les autres, libre de ses mouvements, en recherche de profit et de croissance. Cette liberté nouvelle arrive à point nommé, car dans les années 90, le monde pétrolier entre dans une phase de consolidation brutale. Les géants commencent à se dévorer entre eux. BP rachète Amoco pour 55 milliards d'euros et Exxon va absorber son concurrent Mobil pour 79 milliards d'euros. Cette opération entre deux sociétés issues du démantèlement de la Standard Oil ressuscite en partie la grandeur du groupe fondé par Rockefeller. Cette fusion, c'est tout simplement la plus importante de l'histoire du capitalisme. Total regarde cette valse des géants avec inquiétude. Certes, l'entreprise française a grandi, mais face aux mastodontes américains et britanniques, Total fait encore figure de jeune pousse et de petite sœur. Même en France, le groupe s'est depuis longtemps fait dépasser par Elf Aquitaine, l'autre géant pétrolier français. En 1998, la pression devient insoutenable. Les analystes sont unanimes, soit Total trouve un partenaire, soit elle sera dévorée. C'est alors qu'apparaît une opportunité en or. Petrofina, la compagnie pétrolière belge détenue par le milliardaire Albert Frère. Petrofina est petite, certes, mais elle est bien implantée. Elle dispose de belles positions aux États-Unis et de raffineries modernes. Le problème, c'est que Elf lorgne également sur Petrofina. Les deux rivaux français vont s'affronter pour le trophée belge. Elf fait ses calculs, évalue le coût et finalement recule. Trop cher, jugent les dirigeants d'Elf. Cette erreur leur sera fatale. Total, sous la direction de Thierry Desmarais, n'hésite pas une seconde. Peu importe le prix, peu importe que l'action Total s'effondre temporairement. Cette fusion, elle est stratégique. C'est une question de survie. 1999. Total et Petrofina fusionnent. C'est la naissance de Totalfina. Mais Thierry Desmarais joue au billard à 3 bandes. Cette fusion avec Petrofina, ce n'est que la première étape. L'objectif final, c'est Elf. Maintenant que Total est renforcé par Petrofina, il est temps d'apporter le coup de grâce. 5 juillet 1999. 2 mois après la fusion avec Petrofina, Totalfina frappe. L'entreprise émet une offre publique d'échange hostile sur Elf Aquitaine. Le montant, 42 milliards d'euros. Philippe Jaffré, le PDG d'Elf, est pris de court. Desmarais avait tenté de le joindre par politesse avant l'annonce, sans succès. Jaffré le prendra comme un affront personnel. 2 semaines après l'attaque, Elf lance une contre-OPA. La stratégie, faire monter son cours en bourse pour rendre l'acquisition plus chère pour Total. En parallèle, une guerre médiatique est lancée. On parle de David contre Goliath, version pétrolière. Mais ne vous y trompez pas, ici, c'est bien le combat Goliath contre Goliath auquel on assiste. C'est l'État français qui sonnera la fin de la partie. Et pour cause, Total avait depuis longtemps un certain Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie de l'époque, dans sa poche. C'est lui qui convainc Lionel Jospin, le Premier ministre, de donner son feu vert avant même que Total lance son offre. Le gouvernement ne s'opposera pas à la création d'un champion national. Novembre 1999. Après des semaines de bataille acharnées, les administrateurs d'Elf Aquitaine capitulent. Totalfina relève son offre à environ 25% au-dessus de cours initial. Desmarais et Jaffré se serrent la main en public, mais l'un a gagné, l'autre a perdu. C'est la naissance du géant Totalfina Elf, 4e groupe pétrolier mondial, 90 milliards de capitalisation boursière, 130 000 employés présents dans 130 pays. En 2003, c'est la dernière métamorphose, Totalfina Elf redevient simplement Total. L'ancien géant Elf, lui, deviendra simplement une marque de station-service avant de disparaître totalement en 2011 au profit de Total Access. Petrofina, elle, disparaît purement et simplement. Total est devenu un mastodonte. Il lui faut maintenant un nouveau dirigeant à la hauteur de ses grandes ambitions. 2007. Total, désormais 4e géant pétrolier mondial, a besoin d'un patron à sa mesure. L'homme qui va prendre les rênes n'est pas ordinaire.
Christophe de Margerie, 56 ans, devient son PDG. La presse internationale le surnomme Big Moustache à cause de son épaisse moustache en brosse qui barre son visage rond et jovial. De Margerie a gravi tous les échelons de Total depuis 1974. Ce Cyrano d'industrie est un homme truculent, amateur de bonne chair et d'alcool fort. Il affiche un charisme incontestable et une liberté de ton rarissime dans le feutré CAC 40. La mission de Total n'est pas de restaurer la démocratie dans le monde. Ce n'est pas notre métier. Total n'est pas un outil politique ni une ONG. La franchise de Christophe de Margerie va lui coûter cher. Dès son arrivée, les scandales s'accumulent. Total est mis en examen dans l'affaire pétrole contre nourriture en Irak, accusé de corruption d'agents publics étrangers. Les soupçons portent sur 60 millions de dollars de pots de vin versés entre 1995 et 2004 au régime de Saddam Hussein afin d'obtenir des contrats pétroliers. 2013. Total écope d'une amende record de 398 millions de dollars infligée par les autorités américaines. Parallèlement, Total traîne d'autres casseroles. La marée noire de l'Erika en 99. 400 km de côte bretonne souillée, des centaines de milliers d'oiseaux décimés. La responsabilité de Total sera reconnue après un procès retentissant. 2 ans plus tard, l'explosion de l'usine AZF, une filiale du groupe, fait 31 victimes. Là aussi, Total est condamné pour sa négligence. Mais rien n'arrête Big Moustache. Sous sa direction, Total mène une expansion agressive. Kurdistan irakien, Myanmar malgré la dictature militaire, projet gazier géant au Qatar. Et surtout, la Russie. De Margerie développe des relations privilégiées avec Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Big Moustache devient le grand ami du Kremlin. Son projet phare, Yamal, en Arctique russe. Un investissement colossal de 27 milliards de dollars pour exploiter le gaz naturel. 2014, année de tous les dangers. L'annexion de la Crimée par la Russie déclenche des sanctions occidentales massives. Les entreprises européennes sont sommées de couper les ponts avec Moscou. De Margerie, lui, fait exactement l'inverse. Il devient le seul patron occidental à critiquer publiquement les sanctions contre la Russie. Total continuera de traiter avec Moscou. Cette position dérange profondément Washington. En 1996, déjà, De Margerie avait contourné l'embargo américain contre l'Iran. Les Américains n'avaient pas apprécié. De Margerie gêne. Le 20 octobre 2014, il se rend à la datcha de Medvedev, près de Moscou, pour un mini-sommet économique. Sujet principal, comment contourner les sanctions occidentales. L'homme à la moustache défend une fois de plus la position russe. 23h58, aéroport de Vnukovo. De Margerie embarque dans son Falcon 50 afin de rentrer à Paris. Le jet privé commence son roulage, accélère, puis heurte violemment un chasse-neige sur la piste. Il explose instantanément. Quelques heures après le drame, la Russie confirme officiellement le scénario de l'accident. Mais très vite, les incohérences s'accumulent. Les témoignages, eux, divergent. L'opérateur du chasse-neige était-il ivre? Pourquoi ce chasse-neige était-il sur la piste? On ne le saura probablement jamais. Ni Total, ni la famille de Margerie ne se constitueront partie civile. C'est un fait rarissime dans ce genre d'accident. Vous l'aurez compris, cet événement est à l'origine d'une myriade de théories du complot. On ne les abordera pas dans cette vidéo. Ce que l'on retient, c'est que Total vient de perdre Big Moustache. Dans la tourmente, le groupe fait la démonstration de sa solidité. En 36 heures, le successeur est désigné. Patrick Pouyanné, fidèle lieutenant de Big Moustache, est appelé à la rescousse. Son style est radicalement différent. Discret technocrate, il évite soigneusement les sujets polémiques. Exit les déclarations fracassantes, place à la transition énergétique. 28 mai 2021, nouvelle transformation historique. Total devient Total Energy. L'objectif affiché, la neutralité carbone pour l'entreprise d'ici 2050. Investissement massif dans le solaire, l'éolien, l'électricité. Mais derrière ce verdissement de façade se cache une réalité implacable. Total reste encore dépendante à 90% des énergies fossiles en 2021. Et cette dépendance a un coût. Forage en Arctique, projet offshore au Mozambique, centrale à gaz en Afrique. Total Energy multiplie les projets dans les zones sensibles, parfois au mépris de la biodiversité locale et des populations. En 2023, l'ONG Greenpeace accusait le groupe d'être le champion européen des bombes climatiques. La transition énergétique coûte cher et prend du temps. Les projets dans les énergies renouvelables sont moins rentables que le pétrole et le gaz. Et puis arrive la guerre en Ukraine, 2022. Les prix du pétrole et du gaz s'envolent de nouveau. Total Energy engrange des bénéfices records, plus de 20 milliards de dollars. Un pactole qui fait scandale en pleine crise énergétique européenne. Mais c'est là que l'histoire prend un dernier tournant inattendu. Avril 2024. Patrick Pouyanné lâche une bombe dans une interview aux médias Bloomberg. La question d'un transfert de la cotation principale de Total Energy de Paris à New York est légitime. L'onde de choc est immédiate. Total Energy, le fleuron français, menace de fuir vers les États-Unis. Les chiffres parlent.
Les sociétés pétrolières européennes sont décotées de 40% par rapport à leurs homologues américains. Total Energy vaut 160 milliards d'euros, mais si elle était valorisée comme un géant américain, elle en vaudrait 107 milliards de plus. Le ratio cours sur bénéfice de Total est de 6,84. Ce ratio indique que pour chaque unité de bénéfice de Total, les investisseurs sont prêts à payer 7 fois plus pour se procurer l'action. Ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'est moitié moins que ses concurrents américains Exxon et Chevron. À l'Elysée, c'est la panique. Emmanuel Macron se dit pas du tout ravi. Je ne peux pas croire que Total s'éloigne de la France. Bruno Le Maire, lui, parle d'une décision grave et promet de se battre. Pouyanné ajoute à la confusion en s'associant avec Bernard Arnault qui dénonce le projet de taxe sur les superprofits. À deux, il qualifie le projet de taxation sur le Made in France en évoquant les avantages fiscaux américains. Mai 2024. Face au tollé médiatique qu'il a déclenché, Pouyanné tente de clarifier ses intentions. Il n'est pas question de quitter la France, assure-t-il devant les actionnaires français. Erreur de traduction, prétend-il. Le déménagement du siège social de l'entreprise n'a jamais été envisagé, ni de déserter totalement la bourse de Paris. Il s'agit simplement de trouver des solutions afin de profiter du dynamisme des marchés américains et donc de plus facilement se financer. Si la logique économique de l'opération est compréhensible, le symbole est lourd. L'entreprise créée par patriotisme français est devenue une multinationale apatride, fidèle d'abord à ses actionnaires. Les 100 ans de l'entreprise, célébrés en 2024, prennent donc des allures de bilan contrastées. Total Energy est aujourd'hui un des plus grands groupes pétroliers et gaziers au monde. Son chiffre d'affaires avoisine les 200 milliards d'euros en 2024. L'essentiel de ses revenus est issu du raffinage et de la pétrochimie. Mais ses activités les plus rentables sont l'exploration-production et le gaz naturel liquéfié qui représentaient en 2024 les 3/4 de ses profits. Total Energy a beau être un groupe intégré et diversifié, il n'en reste pas moins une valeur cyclique. Si l'activité économique baisse, la demande en énergie sera plus faible et cela se répercutera sur le chiffre d'affaires de la société. De même, le groupe est très dépendant des cours du pétrole. D'une année à l'autre, les variations peuvent être très fortes. Mais globalement, la situation financière de Total est extrêmement saine. L'endettement est faible, de l'ordre de 10%, sa rentabilité de 13,4% en 2024 est confortable et comparable à celle de ses principaux concurrents. Du coup, il faut l'admettre, le succès industriel de Total est incontestable. Par contre, une dérive interroge. Que reste-t-il de l'âme française de Total? Dans un monde où les multinationales changent de nationalité comme de chemise, Total Energy reste-t-elle vraiment française? L'avenir nous dira si la saga Total touche à sa fin, du moins sa fin française. On estime que 10% de toutes les dépenses des Français finissent dans les poches des 1500 héritiers de la dynastie Mullier. Une dynastie liée par le sang, la religion, l'argent et les contrats. Alors comment une modeste famille catholique du Nord a-t-elle bâti le groupe non coté le plus puissant de notre pays? Laissez-moi vous conter l'histoire de la galaxie Mullier.